France Inter, le 7-10. Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invité, est le président du Shift Project. Voilà, c'est un think tank qui rend aujourd'hui les conclusions d'une très vaste consultation menée auprès de 7700 agricultrices et agriculteurs partout en France, alors que nombre d'actions ont été menées encore hier par le monde paysan qui dit sa colère, et notamment contre la classe politique. Bonjour Jean-Marc Lancovici. Bonjour. Depuis 1 an et demi, vous travaillez d'arrache-pied à la remise d'un rapport très fouillé pour tendre vers une agriculture, je vous cite, bas carbone, résiliente et prospère. Vous avez réuni récemment tous les syndicats agricoles pour débattre de vos propositions, ça a été musclé. Mais d'abord, vous, l'ingénieur, vous devenu le pape du climat avec votre bande dessinée vendue à plus d'1 million d'exemplaires dans 30 pays, figure à la fois populaire et consultée par les responsables politiques. L'agriculture, la vie des agriculteurs, le vivant, la biodiversité, ça faisait pas partie de vos sujets? Alors le vivant et le climat, il y a quand même un petit lien, un petit lien quand même. On voit que sur Mars, où l'atmosphère n'est pas exactement la même, et le système climatique n'est pas exactement le même, la vie n'est pas exactement la même non plus. L'agriculture, c'est quelque chose qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à maintenant, tout simplement parce qu'on n'avait pas eu les moyens de s'y attaquer. L'agriculture, c'est compliqué. Le climat, c'est compliqué, mais l'agriculture, c'est bien pire. Ah ouais? Oui, absolument, parce que ça implique le vivant. Le climat, c'est un système physique, j'ai envie de dire, donc c'est compliqué, mais d'une complexité limitée. L'agriculture, ça implique le vivant, ça implique la culture, parce que l'alimentation, c'est plein de traditions culturelles. Dominique Seux en parlait à l'instant, ça implique aussi de la complexité réglementaire, et pas qu'un peu. Moi, j'ai toujours pas compris dans ces détails ce qu'était la PAC. Enfin, c'est un truc juste... La politique agricole commune. Oui, c'est l'œuvre d'une vie d'arriver à comprendre exactement ce qui se loge là-dedans. Donc, c'est extrêmement compliqué, et pour autant, c'est indispensable. Et en fait, on a un peu tendance à l'oublier, nous les urbains, pour lesquels la nourriture sort du supermarché. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu les moyens, notamment parce qu'on voulait au Shift Project attaquer ce sujet-là avec une indépendance éditoriale complète. Or, quand on fait financer un projet par des gens qui sont les gros gagnants du moment, il y a toujours un petit risque, même si au Shift Project on est assez vigilant là-dessus, qu'à un moment on puisse pas faire les choses ou on puisse pas chercher exactement ce qu'on a envie de chercher. Alors qu'est-ce qui vous intéresse, vous l'expert du climat, dans l'agriculture? C'est que entre sécheresse et inondations, ce secteur subisse plus que d'autres le changement climatique, ou bien que ce secteur pollue plus que d'autres, ou disons influe plus que d'autres sur le climat? Alors le lien est double. D'une part, l'agriculture est extrêmement dépendante du climat. Ouais. Il faut quand même rappeler que la sédentarisation de notre espèce, qui a démarré il y a 10 000 ans, est due à la très grande stabilité du climat qui a démarré il y a 10 000 ans. Avant, le climat a connu une grande instabilité qui était le passage de l'ère glaciaire à l'ère actuelle. Et pendant cette époque-là, notre espèce ne pouvait être que nomade parce qu'on ne pouvait pas s'installer quelque part, commencer à développer une agriculture qui aurait été immédiatement à l'échelle de quelques siècles, mais quand même, c'était immédiatement à l'époque, était mise à mal par des conditions climatiques qui auraient changé. Donc en fait, la stabilité climatique, c'est ça qui a permis le développement de civilisations sédentaires agricoles. Donc le lien dans ce sens-là, il est très très fort. Une déstabilisation du climat déstabilise et ça a déjà commencé. Vous avez des agriculteurs dans la consultation qu'on a faite qui nous ont dit avant on avait une mauvaise récolte tous les 20 ans, puis ça a été tous les 10 ans, maintenant c'est tous les 3 ans. Bon. Donc dans ce sens-là, il y a une déstabilisation. Et dans l'autre sens, il se trouve que l'agriculture est responsable d'à peu près 20% des émissions planétaires de gaz à effet de serre, 30% si on rajoute la déforestation, qui est un processus amont, puisque en gros on coupe des forêts, on détruit des mangroves, etc. C'est devenu une activité quasi minière. Alors, c'est une activité quasi minière parce que ce qui a permis l'explosion des rendements agricoles, qui ont été en gros multipliés par 5 pour les céréales en France entre 1945 et 1975, c'est l'arrivée du pétrole pour la mécanisation, les tracteurs, les moissonneuses, etc. L'arrivée du pétrole et du gaz pour la fabrication des engrais et des phytosanitaires. Et l'arrivée du pétrole pour les camions à l'aval, on a tendance à oublier ça, ce qui a permis de spécialiser les régions de production, parce que tant qu'on n'a pas des transports importants à l'aval, on ne peut pas spécialiser les régions de production. Donc l'agriculture aujourd'hui est massivement... Spécialiser les... on a mis toutes les vaches en Bretagne, tous les cochons en Bretagne, tout le maïs dans le sud-ouest, etc. Il faut des transports dans tous les sens. D'ailleurs, vous plaidez pour déspécialiser les régions. Absolument. Il faut des transports intermédiaires. Et par ailleurs, vous vous privez de la possibilité d'utiliser les excréments animaux pour la fertilisation des cultures. Parce que si les animaux ne sont pas au même endroit que les cultures, vous n'avez plus cette possibilité. C'est la raison pour laquelle, dans l'ancien temps, c'était la polyculture élevage, où en gros, les animaux servaient à fertiliser les cultures végétales.
Donc aujourd'hui, l'agriculture est massivement dépendante des combustibles fossiles et c'est un sujet en tant que tel parce que ça veut dire que si on veut une agriculture qui ne le soit plus massivement, il va falloir l'organiser autrement. D'accord, 8000 agriculteurs consultés sur leurs pratiques, sur leurs envies. Un immense sondage pour ne pas être totalement déconnecté, faire du jus de crâne à Paris, loin du terrain et de la réalité de ce que vit le monde paysan aujourd'hui, le monde paysan très en colère. Et il y a une réponse qui est très surprenante, c'est que 90% des paysans que vous avez interrogés sont prêts à changer du moment qu'ils peuvent continuer à bouffer. Alors, et à nous faire bouffer. Et à nous faire bouffer. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, alors, ce sur quoi on a mis le doigt avec ce sondage, c'est qu'en gros, le principal frein à ce que l'agriculture réponde aux attentes environnementales de la société, je vais le dire comme ça, tout en continuant quand même, parce que c'est quand même ça son but premier, à produire de quoi nous nourrir, c'est une limite économique. En gros, les agriculteurs nous disent, nous, on est prêts à faire des choses qui vont dans le sens des attentes sociétales, utiliser moins de phytosanitaires, diversifier les cultes, etc. Juste, on ne veut pas que ça, pardon du mauvais jeu de mots, nous mette sur la paille. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée qui va aux agriculteurs quand on passe le magasin et qu'on paye le ticket de caisse, c'est 7%. D'accord. Donc quand vous sortez du magasin, il y a 7% de ce que vous avez payé à la caisse du magasin qui va aux agriculteurs. C'est extrêmement peu. Comme aujourd'hui la nourriture coûte à peu près 15% de ce qu'ils gagnent aux Français, vous faites 7% de 15%, vous voyez ce que ça donne. Ça veut dire qu'en gros, vous avez 1% de ce que vous gagnez, de votre salaire, du mien, etc., qui va vraiment payer la nourriture, la denrée agricole qui nous nourrit. Donc en fait, ça coûte rien. C'est ridicule, ça coûte rien. La dépense alimentaire de la population, c'était un quart de ce que les gens gagnaient il y a un siècle. Et là-dedans, en plus, je ne sais pas comment était comptée l'autoproduction, parce qu'on était dans une France rurale où plein de gens avaient un potager, un poulailler, un clapier, etc. Et là-dedans, les gens faisaient la cuisine. Donc ce que vous achetiez, c'était aux gens du coin des patates, des œufs, du poulet, des poireaux, et vous faisiez le frichti vous-même. Alors qu'aujourd'hui, vous achetez essentiellement des trucs déjà transformés, emballés, pré-cuisinés, etc. Donc la question du prix, Jean-Marc Jancovici, parce qu'elle est primordiale, elle est centrale. Elle est absolument centrale. Et ça explique aussi, pour faire le lien avec une actualité récente, pourquoi est-ce que les paysans français sont si hostiles au Mercosur. Oui. Et donc cet accord de libre-échange signé avec les pays d'Amérique du Sud. En fait, ça veut dire pour eux qu'on va leur demander de progresser sur le plan environnemental en les mettant en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes obligations qu'eux. Et en fait, sur les mesures économiques qu'ils souhaitent pour pouvoir faire différemment, la mesure qui arrive en tête dans toutes celles qu'on a testées auprès d'eux, c'est protéger l'agriculture de la concurrence internationale. C'est le truc qui arrive en tête. D'accord. Et vous qui préconisez justement des mesures pour arriver à une agriculture bas carbone, résiliente, vous allez nous dire ce que ça signifie d'ailleurs, résiliente et prospère, vous êtes pour un retour au protectionnisme? Vous êtes pour limiter la mondialisation de l'agriculture? Je suis pour une forme de protectionnisme, mais qui est déjà en train d'arriver. Alors d'abord, il faut bien voir qu'en ce moment, on est en train d'assister à un retour massif de la réelle politique, quand vous regardez ce qui est en train de se passer dans les divers pays du monde. Et par ailleurs, ce protectionnisme, il arrive déjà avec, par exemple, ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, qui n'est pas vraiment une taxe carbone, mais peu importe, c'est déjà une forme de protectionnisme. C'est un protectionnisme basé sur la norme et pas basé sur les prix, mais c'est une forme de protectionnisme. Et moi, je suis extrêmement favorable à ça parce que vous ne pouvez pas mettre en compétition des gens qui ont des obligations avec des gens qui ne les ont pas. Ça flotte pas, ça marche pas. Deux mesures parmi les multiples que vous proposez. Réduire de 70% le recours aux engrais minéraux azotés. Pourquoi ? Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que c'est un facteur d'émission très important. En fait, dans les cultures végétales, le premier facteur d'émission à l'hectare, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les émissions du tracteur, c'est les émissions liées aux engrais. Et elles sont de deux natures. D'abord, il faut les fabriquer. Et fabriquer les engrais, c'est essentiellement casser en plusieurs morceaux des molécules de gaz naturel, de méthane, pour récupérer l'hydrogène qu'on va associer à de l'azote pour faire de l'ammoniac puis des engrais. Et le carbone part dans l'air, d'accord, sous forme de CO2. Donc ça émet plein de CO2 de fabriquer les engrais. Et par ailleurs, quand on les épand, eh bien, vous avez un gaz qui fait suite à l'épandage de ces engrais, qui s'appelle du protoxyde d'azote, qui est un des principaux contributeurs de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre. C'est la fin de cette interview. C'est passionnant. Il y a encore 12 000 questions à vous poser, mais vous reviendrez. Merci Jean-Marc Jancovici. Et merci Sonia De Villers.